Et tout d'abord, des questions qui concernent la stratégie politique du Front National, avec une première question de Jérémy, qui est étudiant, c'est une question vidéo. Bonjour. Si vous vous qualifiez pour le second tour de la présidentielle, ne pensez-vous pas que, comme après le 21 avril 2002, un mot d'ordre tout sauf le FN sera lancé? Dans ce cas-là, comment comptez-vous orienter votre campagne pour convaincre le maximum de personnes de voter pour vous au second tour? Oui, je pense que le système tentera, comme il l'a fait en 2002, de faire tout sauf Marine Le Pen. Mais je pense que ça fonctionne de moins en moins bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je reçois beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui ont manifesté d'ailleurs en 2002 et qui disent mais on s'est fait complètement avoir dans cette affaire, on nous a manipulés, on nous a instrumentalisés. Les Français commencent à se rendre compte que cette association UMP-PS, qui est là en réalité pour maintenir ou l'un ou l'autre au pouvoir, est le moyen qu'il n'y ait aucun changement en France. Et ils perçoivent, je crois, ma candidature comme une candidature alternative. On a vu d'ailleurs au cantonal que, analyse faite, l'UMP a hésité à lancer des mots d'ordre et des consignes de vote, qu'ils sont restés dans le nini parce qu'ils ont pris conscience que le Front républicain, tel qu'on a pu le connaître en 2002, eh bien, n'était plus suivi par les électeurs. C'est aussi simple que ça. Alors, lancer un mot d'ordre quand il n'est pas suivi par les électeurs, ça pose quand même un problème de crédibilité. Aux élections cantonales, qu'on se retrouve face à un candidat de droite ou un candidat de gauche, on a augmenté de 10 points entre les deux tours, quel que soit le candidat qui était face au candidat Front National. Ça veut dire qu'il y a à droite et à gauche des gens qui incontestablement voteront pour Marine Le Pen si elle se retrouve face à un candidat de droite ou un candidat de gauche, parce qu'ils veulent un autre choix, ils veulent un autre modèle que celui qui nous a été imposé depuis 30 ans. Donc je crois que ça ne se passera pas de la même manière, en l'occurrence, qu'en 2002. Après cette question vidéo, Daniel Lederman de Paris, lui, se demande si vous êtes élue présidente mais que vous n'obtenez pas la majorité à l'Assemblée nationale, accepterez-vous la cohabitation? Parce que de toute façon, ça risque d'arriver dans la mesure où pour l'instant vous n'avez aucun député à l'Assemblée nationale. Oui, mais donc est-ce que vous pouvez nous répondre très rapidement par oui, par non? Bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on n'a aucun député aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir une majorité demain. Il suffit que le peuple le décide, de vous donner une majorité. En règle générale, s'ils vous élisent à la tête... Est-ce que vous accepterez la cohabitation? Oui, si le peuple français décide de me donner une majorité qui est contraire à la mienne, j'accepterai bien sûr la cohabitation. Moi, je respecte les institutions de la République. Mais je crois que dans la logique, les Français me donneront une majorité quand même. Alors, on poursuit avec une autre question vidéo qui va apparaître tout de suite. Bonjour, je m'appelle Simon, je viens de La Rochelle. Alors Marine Le Pen, est-ce que tu es vraiment vrai dans ton discours? Est-ce que tu essaies juste de trouver de nouveaux électeurs en passant pour plus gentil que ton papa? Oui, c'est direct, mais vous savez, les Français commencent à me connaître, honnêtement, ça fait 10 ans que je suis au premier plan de la vie politique française. Si j'étais vraiment la manipulatrice qui est décrite par un certain nombre de journalistes partisans, je pense que les Français sont assez lucides et assez clairvoyants. Ils s'en seraient rendus compte. Voilà. On ne peut pas faire du cinéma pendant 10 ans. Moi, j'ai une grande cohérence. Ça fait 10 ans que je défends les mêmes idées, que j'expose aux Français la vision qui est la mienne. J'ai écrit un livre en 2005... J'ai écrit un livre en 2005 à l'époque où je n'étais même pas candidate à la tête du Front National, et vous retrouverez dans mon livre, qui vient d'ailleurs d'être réédité, qui s'appelle À contre-flot aux éditions Grancher, vous retrouverez l'ensemble des lignes politiques que je développe aujourd'hui, la laïcité, Répondez à la question, est-ce que vous ressemblez à votre père, ou est-ce que... C'est pas ça la question. Est-ce que vous êtes sincère dans la présentation que vous faites de vous-même? C'est ça la question qu'il me pose. Bon, donc je réponds, oui, bien sûr, je suis sincère, et je crois que ça se voit, et je crois que ça se sent, et je crois que sur, encore une fois, la longueur, sur les 10 dernières années, encore une fois, je n'ai pas adapté mon discours à telle ou telle situation. J'ai toujours eu un discours qui est le même, j'ai toujours eu des positions qui étaient les mêmes, même si, par exemple, dans la compétition interne, j'ai pris un certain nombre de risques en exposant, avec une totale transparence, les options qui étaient les miennes. Sincère. Donc on a une autre question justement d'une internaute qui vous demande justement de la sincérité. Elle vous demande, êtes-vous raciste? Non, absolument pas. Je n'imagine pas qu'on puisse juger quelqu'un
en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de sa religion, en fonction de son origine. Voilà. Je pense que dans la vie, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien, et ça, quel qu'il soit, en l'occurrence. Bon. Une nation, à une Eh bien, nationalité. vous considérez que c'est de la xénophobie, eh bien moi, pas du tout. Je considère qu'il y a énormément de pays dans le monde qui accordent à leurs compatriotes, aux gens qui ont la nationalité de ce pays, des avantages, en quelque sorte, une priorité dans un certain nombre de choses, accès à l'emploi. Qui a d'ailleurs été refusé par le tribunal administratif de Marseille il y a quelques années. Lorsqu'on accorde une prime, par exemple, à des parents qui sont français c'est normal, madame, contre à d'autres. Je vous arrête. Ne me mettez pas en contradiction avec la loi. La Constitution a été changée pour retirer de la Constitution en 81 la préférence nationale. Bon, eh ben, si elle a été modifiée, elle peut être à nouveau modifiée pour réintroduire la préférence ou la priorité nationale, comme vous voulez. J'ai dit hier, sur une autre chaîne que la vôtre, j'ai donné l'exemple de Monaco. La principauté de Monaco, eh bien, applique la préférence monégasque. C'est-à-dire que quand vous avez la nationalité monégasque, vous avez, à compétence égale, vous avez une priorité d'embauche à Monaco. Vous avez toute une série d'aides sociales au logement, vous avez toute une série d'aides sociales pour élever votre famille qui ne sont pas accordées à ceux qui n'ont pas la nationalité monégasque. Mais madame, c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, c'est vrai au Maroc, c'est vrai, la préférence nationale existe en Allemagne, et personne n'a jamais dit que ces pays-là étaient des pays fascistes. Personne, encore une fois, n'imagine que la France... Non mais, ni xénophobe. Je veux dire, personne n'oserait dire le roi du Maroc est xénophobe, ou le prince Albert est xénophobe. Entendu votre réponse, ou Madame Merkel est xénophobe. Non mais ce que je veux dire... On va pouvoir continuer sur ce thème. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important ce que vous vous exprimer dites. sur la question suivante qui concerne l'immigration. Attendez, ce que je veux dire, c'est que la priorité nationale que je veux appliquer, la seule condition pour en bénéficier, c'est d'avoir la nationalité française. Donc il ne s'agit en aucun cas... ne rentre en aucun cas en ligne de compte ni la couleur de la peau, ni l'origine, ni la date à laquelle on est devenu français, ni la religion. Cette priorité nationale, elle s'appliquera à tous les Français. On continue sur la question suivante, une question de Josie de Gravelines. Madame Le Pen, vous dites que l'immigration coûte 60 milliards d'euros à la France, mais pourriez-vous me dire sur quoi vous vous fondez pour ce chiffre ? Écoutez, sur un rapport que nous avons fait faire par des experts il y a déjà un certain nombre d'années, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années qu'on a, par conséquent... Ah oui, arrêtez parce que ça va être pire maintenant. Parce que plus il y a d'immigration, plus évidemment le coût va augmenter. Donc, de quel rapport s'agit-il, s'il vous plaît ? Dommage de se baser sur des rapports qui datent de 20 ans pour un Mais problème politique. pour répondre à vos internautes, il y a deux autres personnes qui ont fait des rapports sur le coût de l'immigration. Il y en a eu d'autres d'ailleurs. Hein. Il y a M. Leland, que vous devez évidemment connaître. Et M. Gourevitch, que vous devez évidemment connaître aussi. Bon. Et eux, ils ont fixé, alors nous sommes en désaccord, ils ont fixé le coût de l'immigration, je crois pour l'un à 37 milliards d'euros. Gourevitch. C'est ça. Et Leland, vous vous souvenez, non? Leland, je ne me souviens plus, mais par contre, il y a un rapport de l'Université de Lille qui explique... Parlons-en. Je l'adore celui-là, on me le sort à chaque fois. Réalisé par des universitaires, c'est un avantage. Alors voilà. Qui explique que l'immigration... Oui. L'immigration apporte à la France, sur la protection sociale, 12 milliards d'euros chaque année. Vous l'avez lu, ce rapport? Tout à fait. Et il n'y a rien qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est peut-être plus, mais c'est à vous qu'on pose la question, la différence scientifique avec le rapport Gourevitch. Alors, je vais vous dire ce qui est frappant dans ce rapport. Il y a deux choses qui sont frappantes, permettez-moi. La première, c'est que cette évaluation du coût de l'immigration, elle est fixée avec un chômage à 5%. On a juste... Non, mais attendez. Je m'excuse, mais justement, ce n'est pas le cas. Ah si. Puisque l'évaluation à 5%, c'est sur une perspective à long terme. Sur les 12 milliards d'euros, c'est pour 2005. Et cette fois-ci, ça ne prend pas des hypothèses à 5%. Ça prend juste un chiffre. C'est les données de l'année 2005. Donc, si vous voulez, il y a quand même des universitaires qui se prétendent sérieux et qui font une évaluation avec un chômage à 5%. Non, ce n'est pas... Non, vous n'avez pas compris. Si. Je m'excuse. La projection est une projection avec un chômage à 5%. Il y a deux parties dans ce rapport, Madame Le Pen. La deuxième partie, c'est une projection. Là, il y a une hypothèse à 5%. Par contre, il y a une première partie, 2005, coût dépenses, un chiffre, 12 milliards d'euros, dans lequel ne rentrent pas ces 5%. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que ce rapport n'analyse que les adultes. Ne prend pas en compte les enfants. Alors ça pose un problème quand même de... Justement, dans la deuxième partie, malheureusement, il prend en compte les mineurs. Ça pose quand même un problème de méthode, voyez-vous, parce que l'école en France est gratuite,
Et par conséquent, il y a évidemment des conséquences induites évidentes, enfin je veux dire mathématiques, là il ne s'agit même pas d'avoir une analyse. Et ce rapport les prend en compte, Madame Le Pen? Non, absolument pas. Dans la deuxième partie, dans la partie prospection, on essaye d'imaginer dans ce rapport donc, monsieur, moi, je dans quelle mesure les enfants peuvent apporter plus tard oui, mais moi, à la solidarité nationale. Que vous accordez à cette étude-là, parce que ça vous plaît probablement, beaucoup plus de crédit qu'à M. Leland, qu'à M. Gourevitch. Je ne vous demande pas d'apporter du crédit à l'étude du Front National, parce que je pourrais comprendre que vous soyez, à la limite, c'est normal, que vous soyez réservé. L'étude de M. Gourevitch, M. Gourevitch fait partie de contribuables associés, comme vous le savez peut-être. Contribuable associé n'est pas une association. C'est une suspicion, vous croyez? Non, pas du tout. Mais c'est une association qui est militante et qui n'est pas scientifique. Et les universitaires, ils sont militants comme ils sont jamais militants, les universitaires? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un travail qu'ils ont fait scientifiquement. Parce que Mme Fourès, vous voyez, qui est universitaire, elle est hyper militante. Elle n'est pas universitaire, elle est journaliste et essayiste. Des universitaires qui sont, en l'occurrence, militants. Donc je crois que c'est un rapport... Vous mélangez deux choses, Madame Le Pen. Non, mais monsieur, je crois que c'est un rapport militant. Je pense que les Français sont conscients que, et c'est d'ailleurs assez logique objectivement, à partir du moment où il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays, et que nous faisons entrer, enfin pas nous, Nicolas Sarkozy fait entrer 203 000... Il y a 4 millions de chômeurs, Madame Le Pen. Moi je crois qu'il y en a 5 millions. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits au chômage, parce qu'on les a dégoûtés de s'inscrire au chômage, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien, qu'ils ne trouveront pas d'emploi, compte tenu de leur âge, compte tenu de leurs compétences, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de chômeurs que les chiffres officiels qui nous sont donnés. 1 million de plus. Concernant donc on fait entrer 203 000, Nicolas Sarkozy fait entrer 203 000 étrangers par an dans notre pays. Bon. J'aimerais m'expliquer comment ces 200 000 étrangers peuvent trouver un emploi alors qu'il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays. C'est donc bien qu'ils sont sur le territoire français en profitant, et c'est naturel, on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs. Ils rapporteraient, parce que nos vérificateurs reviennent vers nous, ils nous disent que dans un rapport d'audit paru en mai 2011, donc c'est très récent, ça ne date pas d'il y a longtemps, et mené par des parlementaires de tous bords, les immigrés rapportent plus qu'ils ne coûtent. En effet, ils coûtent actuellement 47,9 milliards d'euros en dépenses de protection sociale, qui rapportent 60 milliards d'euros. Et donc vous accordez... En cotisation. Alors là, pour le coup, vous voyez, je ne vous comprends pas. Ce que vous n'accordiez pas de crédit aux études qui sont faites par le Front National, bon... Nous sommes un parti politique, je peux le concevoir. Mais les parlementaires aussi, ils appartiennent à des partis politiques, figurez-vous. Et par conséquent, oui, enfin de tout bord, mais en l'occurrence, sur l'immigration, ils sont tous d'accord. Ils sont pour continuer à faire entrer de plus en plus d'immigrés dans notre pays. Rapporte à la France. Là, le PS et l'UMP sont d'accord. Eh bien, moi, madame, je vous dis que ça ne rapporte pas à la France pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'emploi en France. Et que par conséquent, ceux qui entrent sur notre territoire, par définition, sauf à être utilisés dans un certain nombre de cas par le grand patronat pour peser à la baisse sur les salaires, eh bien, leur subsistance doit bien venir de quelque part. Et cette subsistance, elle provient évidemment du système de protection sociale que nous avons mis en œuvre en France et dont ils bénéficient, encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. C'est parfaitement compréhensible qu'ils le réclament.